Bonsoir à toutes, bonsoir à tous. Je suis ravi de vous retrouver ce mardi soir. Vous êtes dans 20 minutes au carré, l'émission Web3 de 20 minutes. Je suis Romain Gouloumet, chef du service magazine. Je suis accompagné de Constantin Garot, le directeur de l'innovation de PMU. Bonjour Constantin. Bonjour. Je vous dis bonsoir à tous également. Elven, Doodister, Alanomy, Xrom, Amazonie Spatiale, avec qui j'ai un call demain matin, je ne vous oublie pas. Bonsoir à toutes, bonsoir à tous. Aujourd'hui, on va parler de pas mal de choses, puisqu'on a un projet qui est quand même assez phare. Il y a quelques mois, non même pas, il y a quelques semaines, il y a 6 semaines à peu près, ils ont vendu 6666 NFT de chevaux dans le cadre d'un projet qui s'appelle Stables. Bon, là, vous avez fait le quintet plus, quoi. En quelques jours, tout est parti. Ouais, on a fait le quintet plus dans l'ordre. Ouais, dans l'ordre, exactement. Comment J'imagine que vous visiez, si vous en mettiez 6666 sur le marché le jour J, c'est que vous comptiez les vendre. Mais est-ce que vous attendiez à cette réaction-là, sachant qu'on est quand même dans un marché qui est somnolent? On s'attendait pas vraiment à ça. On sentait que ça prenait bien, que le projet était bien accueilli, qu'on avait trouvé notre audience, qu'on avait réussi à parler aux communautés qu'on ciblait, etc. Après, on ne sait jamais, quoi. Il y a cette espèce de saut dans l'inconnu que moi, j'ai essayé de partager sur LinkedIn, de faire vivre aussi, montrer un peu comment ce qu'on était organisé. Donc, on s'attendait à ce que ça marche. On ne savait pas dans quelle mesure ça allait vraiment le faire. En revanche, juste pour rebondir sur ton point, c'est que moi, je suis assez convaincu que le marché... en fait, le marché, il n'est jamais comme il faut. En fait. Soit il est trop bullish et en fait, c'est jamais le bon moment parce qu'en plus de ça, il y a des projets qui sont concurrents, qui vont... je pense que le marché, pour le coup, ça ne nous a pas du tout inquiétés. On s'est dit, en fait, si notre projet est bien, si on arrive à bien lancer, raconter l'histoire, ça va nous servir et dans tous les cas, on trouvera l'audience. Donc, Après, c'est vrai que vous avez une belle marque. Vous arrivez avec une marque qui a de l'impact, mais qui du coup était aussi attendue au tournant, j'imagine, sur un nouveau segment. Enfin, c'est pas tous les jours qu'on se dit « Attends, mais le PMU et le Web3, comment tu fais rentrer l'un dans l'autre ?» Ça a surpris beaucoup de monde. Hein. Le PMU, c'est une vieille dame, c'est une vieille maison. Je dis ça à chaque fois, mais le PMU, c'est une marque qui va bientôt avoir 100 ans. Donc effectivement, on ne s'attend pas à ce que le PMU forcément appréhende ces technologies-là. Après, ça fait quand même 18 mois qu'on y pense et qu'on tourne autour de l'idée, qu'on y réfléchit. Et donc voilà, et on s'est en revanche dit très vite, il ne faut pas qu'on fasse PMU Web3, en fait. Il faut qu'on crée une vraie marque avec son identité. Comme ça, on aura un territoire de jeu, un territoire de liberté dans lequel on pourra vraiment innover. Très clair. J'en profite, on va faire une petite pause. En plus, j'en profite pour saluer Hélène, notre productrice de toujours, qui est revenue de son déménagement. On a un quiz. Alors, on a un quiz qui intègre une question un peu particulière. Et je sais, Elven, que tu vas nous demander s'il y a un giveaway. Malheureusement, Constantin, vous avez tout écoulé. Ouais, on n'a plus de giveaway là. On se place sur la deuxième collection. On se placera sur la deuxième collection. Il nous en a réservé une centaine, m'a dit Constantin. Ce que je vous propose, c'est de faire vos paris, puisqu'il n'y a pas d'argent à gagner. Mais on va faire des paris sur qui va gagner le quiz. Donc, on aura 3 questions un peu plus tard dans l'émission. C'est quasiment un quintet plus, c'est limite un tiercé. Je vous propose, si tu veux bien, Hélène, d'avoir les noms. Alors malheureusement, tout le monde n'est pas encore présent. Je vois qu'il y a des gens que je ne connais pas, que je salue. Vous êtes les bienvenus. Donc voilà, faites vos paris. Quel crack va remporter le quiz de cette émission? A. Elven. B. 28. C. Loma. D. Tulipe Bleue. E. Black Pearl 31. F. Warcrone. G. Usul Le Fremen. Et H. Maître Koro. Il y a des absents. Je vais peut-être demander à Hélène si elle peut remplacer, peut-être pendant l'émission, si jamais vous voulez nommer Alanomy ou Doodister comme concurrent potentiel, n'hésitez pas à remplacer, parce que je crois que 28 n'est pas là, Usul non plus. Enfin bref, si jamais vous voulez vous-même vous placer dans la course, allez-y, et on verra qui remportera les 3 questions après, le quiz. Bon. Revenons à nos... j'ai tourné la page du quiz. Revenons à nos NFT, les 6666. C'est des visuels de chevaux, mais ils représentent bien plus que des chevaux. C'est des trotteurs et des galopeurs. Exactement. C'est des chevaux digitaux qui sont liés à des chevaux qui existent dans la réalité. Donc, à chaque fois, c'est un cheval unique. Chaque cheval, dans la réalité, n'a qu'un seul NFT possible. Et chaque cheval qui a couru une course dans laquelle il y a eu
de la prise de Paris PMU a le droit d'être un cheval NFT. C'est comme ça qu'on l'a institué au début. On en a sélectionné 6166 sur des critères mathématiques qui sont des jeunes chevaux dont on sait qu'ils ont plus de chances de courir dans les prochains mois et prochaines années. C'est une science inexacte, hein, c'est-à-dire que dans ceux qu'on a distribués, il y en a qui ne courront pas, qui ne courront plus, mais ce n'est pas grave, en fait, parce que ce n'est pas que ça, en fait, c'est aussi un personnage dans le jeu. Donc il y a ces deux faces, en fait, il y a à la fois le miroir d'un cheval qui existe dans la réalité et un personnage de jeu qui est le jeu Stable sur lequel on est en train de travailler. Et l'idée, c'est qu'il y ait des ponts en permanence entre le réel et le virtuel. Ok. Il n'y a pas de strat, on va dire, tu peux avoir Bold Eagle en normal, Bold Eagle en rare, Bold Eagle en légendaire. Non, c'est 6166 chevaux. Chaque fois, tu as un cheval unique. Et super. Donc, il n'y a pas Bold Eagle, mais, bon. Comme quoi. Mais s'il y a, moi j'en ai un, il s'appelle Candissime, je suis le seul à l'avoir en fait. Et il n'y a qu'un seul NFT de Candissime. Et donc voilà, et donc cette dimension-là unique, elle nous paraissait importante. Par ailleurs, on n'a pas de problème de supply, entre guillemets, parce qu'il y a beaucoup de chevaux de course. Il y en a à peu près 30 000 en France. Il y en a chaque année des nouveaux. Donc déjà, on a un peu de temps avant d'avoir des problèmes de supply. Et puis ensuite, il y a aussi beaucoup de chevaux dans le monde entier. Et on est en train de voir comment intégrer des chevaux étrangers pour nos clients et joueurs étrangers. Donc, c'est dans la roadmap, on va en parler. Exactement. Mais donc voilà, donc pour nous, c'était important, pour les premiers, de dire, voilà, en fait, vous êtes le seul à avoir ce cheval unique et d'avoir cette unicité dans le lien avec le cheval digital. Et parlons des clients, justement. C'est vrai que sur un jeu Web3, on peut s'attendre à avoir plutôt une population très, très, très gamer et aussi assez connaisseuse du monde du Web3. Mais quand on est une institution comme le PMU, on peut quand même s'adresser à une population beaucoup plus large qui, finalement, a mis, on va dire, c'est l'équivalent de 100 € pour acheter un NFT chez vous. Alors, nous, on a pris un parti pris, quoi. Moi, j'ai pris ce parti pris au début, qui était de dire, en fait, on a une occasion unique de parler à des gens qui ne sont pas nos clients, en fait. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas parler à nos clients, c'est très important, mais en fait, il y a des équipes au PMU dont c'est le métier. Nous, on est dans les activités d'innovation et il faut qu'on parle aux gens du Web3, en fait. Et pour moi, c'était le meilleur juge de paix. C'est-à-dire que quand tu es passionné des courses de chevaux, le meilleur jeu, probablement, quand tu l'as déjà, c'est de parier, en fait. Tu vois, on ne peut pas se battre, en fait, contre ce jeu-là. En revanche, quand tu n'y connais rien, moi, ma conviction, c'était que le NFT, il te permettait de raconter une histoire autour des chevaux et de dire que tu allais être propriétaire d'un cheval digital et que tu allais vivre cette émotion-là d'être propriétaire de cheval et que ça parlerait à beaucoup de monde, en fait. Et donc, en regardant beaucoup de projets, on a parlé ensemble, mais en regardant Dogami, en regardant... Je me suis dit, voilà, il y a des choses intéressantes dans cette notion de détention. Et si on est capable de parler à des gens du Web3, à des gamers, à des gens qui ne sont pas du tout dans notre univers, on aura réussi, en fait. Et il faudra qu'on fasse vivre cette communauté-là. Et c'est d'ailleurs assez frappant, c'est que on a utilisé tous les codes du Web3. C'est-à-dire qu'au début, notre site il était en anglais, tu devais te créer un wallet, on t'envoyait un NFT non transférable, il fallait aller sur Discord, etc. Ça a dérouté nos clients existants. La plupart, ils se sont arrêtés au milieu du chemin en disant bon, c'est visiblement pas pour moi. C'est le cheval qui fait demi-tour sur la piste qui dit non, c'est pas pour moi. C'est vraiment, c'est pas pour moi, je rentre à l'écurie. Et à l'inverse, il y en a quelques-uns qui ont insisté, qui ont dit voilà, moi je veux quand même, je veux pas rester au bord de la route, je veux y aller. Et c'est ceux qui ont été un peu déçus quand ils ont eu leurs chevaux parce qu'ils les connaissent justement en fait. Et donc mon cheval il est nul, mais non, mais en fait ton cheval il est nul. Déjà. C'est un cheval, c'est super. Et heureusement, quoi, le gars qui a un vrai cheval, si son cheval il est nul, il ne le jette pas, quoi. Donc, en fait, ça fait partie de la vie et de l'histoire qu'on doit raconter. Et ensuite, on a intégré précisément dans le NFT des attributs, des matières, des niveaux de rareté dans la façon dont ton NFT est constitué. Il a des équipements, il a des choses comme ça, qui font qu'un cheval nul, dans la réalité, dans le jeu, en fait, il a toutes ses chances. Et parfois... J'ai vu, moi, ça me rendait assez dingue, des gens qui sont des parieurs un peu experts qui disaient voilà, mon cheval, si quelqu'un en veut, je le donne. De toute façon, je vais le jeter. Et en fait, tu es là, mais non, mais ton cheval, il est hyper bien, il a des caractéristiques hyper bien, il a une matière hyper rare, il a des équipements élaborés, etc. Donc, dans le jeu, il va pouvoir donner tout son potentiel. Et tu te dis juste, en fait, voilà, l'histoire qu'on raconte, elle n'est pas facile à intégrer pour des gens qui viennent de cet univers-là. Oui, parce que c'est corrélé
aux courses qui ont lieu sur l'hippodrome de Longchamp ou de Vincennes. Et en même temps, c'est décorrélé puisqu'il y a des équipements qui sont spécifiques au jeu que vous développez. Exactement, qui sont spécifiques au jeu. Et ce qui est intéressant, c'est que les gens qui viennent de l'univers des courses, ils disent, voilà, on n'y comprend rien, c'est complètement ésotérique, c'est complètement inaccessible. Et en même temps, quand tu discutes avec les gens du Web3, et qui regardent l'univers des courses, ils disent, on n'y comprend rien. Voilà, en fait. Donc, nous, on est au croisement de gens qui ne se comprennent pas. Et donc, voilà, la mission, c'est d'arriver à faire twister ce truc-là. En tout cas, si jamais vous n'êtes jamais allé voir une course hippique, je peux que vous encourager à le faire, puisque ça m'est arrivé, on était partenaire du Trot il y a quelques années, et c'est un vrai spectacle. Le lieu, c'est vraiment une expérience à vivre. Et en plus, c'est pas cher. C'est 3 ou 4 euros pour entrer. Je tiens à le préciser. On va continuer avec le quiz. J'ai une petite transition, vous allez voir. Hélène, je te laisse mettre la question numéro 1. Parmi ces jeux, un seul n'existe pas. Lequel? A. Alexandra Lederman 8, Le secret du Hara. B. Ma vie avec les chevaux 2. C. Mission équitation online. D. Horse Racing Manager 2022. Et les habitués auront reconnu en visuel le Barbie Aventure équestre, célèbre, sorti en 2008. On reconnaît les graphismes. Tout le monde répond. Mission équitation online, c'est la réponse C. J'ai joué à tous les jeux. Merci Hélène, tu as bien raison. Avant de parler de l'équilibrage et de comment vous avez réussi à trouver justement comment vous fixez en termes de stratégie pour le jeu, j'aimerais qu'on prenne la question de Manam57 qui dit « Des propriétaires ont été contactés pour des NFT sur un projet concurrent. Pourront-ils signer, s'ils ont signé déjà, est-ce qu'ils pourront signer avec vous, s'ils ont déjà signé ailleurs ?» Alors nous, on a signé des accords avec les sociétés qui organisent les courses en France. Donc le PMU, c'est une entreprise un peu particulière. On appartient aux propriétaires à ceux qui organisent les courses. Et donc, et c'est une mission d'ailleurs qui est hyper importante et sur laquelle souvent les gens ne sont pas au courant. C'est-à-dire que tous les profits du PMU, en fait, ils sont reversés ils servent à financer l'industrie du cheval. Donc souvent, on nous prend pour une entreprise un peu normale. Non, en fait, on a cette mission-là et cette mission, elle est hyper importante. On finance des dizaines de milliers d'emplois dans l'univers du cheval. Et donc, nous, on a des accords avec ces sociétés-là qui ne sont pas des accords exclusifs. Donc, c'est-à-dire qu'on a des accords qu'on a bordés, etc. Ça n'empêche pas un autre projet de se lancer. Il y en a d'autres, par ailleurs, qui se sont lancés. Après, voilà, on a ce lien un peu privilégié avec eux parce qu'on est forcément très proches. Dans quelques semaines, on sera dans les mêmes bureaux qu'eux. Donc voilà. Mais ça n'empêche en rien savoir. Mais par contre, ce qui est vrai, c'est que la réciproque est vraie, c'est-à-dire qu'il n'y a pas d'autres projets qui peuvent avoir des accords exclusifs avec certains chevaux. En fait. C'est-à-dire que les sociétés de course se sont organisées, elles ont pris le sujet assez tôt et en fait, elles ont bien compris qu'il fallait qu'elles s'organisent comme une licence, comme la FIFA, par exemple, pour organiser la gestion des droits et distribuer et sélectionner des opérateurs qui soient autorisés à utiliser l'image et les données des courses. Cette question de locaux, c'est un rachat ou... Non, en fait, le PMU déménage dans quelques semaines et en fait, on partagera nos locaux avec les gens de France Gallo et du Trot qui sont voilà. Oui, qui sont les deux émanations du PMU. Exactement. Okay. J'ai cru qu'à un moment, tu parlais aussi éventuellement des concurrents. Je me suis dit, ils rachètent les concurrents. C'est encore plus simple. OK. Et je crois qu'il y avait une autre question un peu plus haut. Je la vois, c'est Doudister qui demande quand aura lieu la course inaugurale qui lancera pour de bons jeux. J'ai vu que sur nos réseaux sociaux, il y avait un concours pour savoir la date. Donc, dans quelques semaines. Dans 2-3 semaines, je pense. D'accord, très bien. Bon, et c'est vrai, tu l'as dit, on a échangé un petit peu la semaine dernière pour préparer l'émission. Et c'est vrai que j'ai compris que l'une des grosses difficultés à laquelle vous aviez fait face, c'était de dire, OK, on doit faire un jeu avec des chevaux, mais on ne peut pas faire un Sorare du cheval parce que tu me disais, les chevaux, ce n'est pas des joueurs de foot, ils courent moins que les joueurs de foot ne jouent. Ouais. C'est un visuel Sorare avec une tête de cheval, je ne suis pas sûr que ce soit ultra affriolant. Et ça ne pouvait pas être non plus un jeu de paris sportif, puisque vous faites déjà du pari sportif. Est-ce que tu peux me dire comment vous avez trouvé, comment vous avez navigué là-dedans pour définir la formule actuelle et justement nous définir, peut-être, nous la présenter? Donc le premier point, c'est qu'on ne voulait pas être du pari. Le pari, c'est le jeu d'argent, c'est une activité qui est un peu sensible. Et donc,
y a plein de contraintes quand un client veut ouvrir un compte de Paris, il faut sa pièce d'identité, il faut pas mal de choses. Et on voulait pas rentrer dans ce segment-là. On a déjà une activité qui permet de le faire. Donc, on voulait se positionner en dehors de ce segment-là. Bien sûr, dans les réflexions qu'on a eues, on a regardé ce que faisait Sorare, on a regardé avec beaucoup d'intérêt, d'admiration, de fascination pour ce qui se passait pour Sorare. Mais en revanche, nous, un cheval, il va courir quelques fois dans l'année. Parfois, il va s'arrêter pendant 6 mois et puis en fait, il va revenir après. Et puis parfois, il ne va pas revenir parce que son propriétaire va décider qu'il va partir pour la reproduction, etc. Et donc, on s'est vite rendu compte que soit on permettait à des joueurs d'avoir une écurie avec des dizaines de chevaux pour pouvoir jouer à un intervalle acceptable, soit il fallait qu'on réfléchisse un peu autrement et qu'on se dise, en fait, il faut qu'on crée un jeu à l'intérieur du jeu, en fait, et pour te permettre de jouer tous les jours ou tous les 2-3 jours avec cette mécanique-là. Et donc, nous, on a pris cette deuxième option-là pour une raison aussi importante, c'est qu'on voulait que les gens s'attachent à leurs chevaux. Et quand tu as 40 chevaux, en fait, c'est plus difficile, quoi. C'est-à-dire que tu es dans le champ, ils sont tous là, tu t'attaches moins. Si tu peux jouer avec un seul cheval, en fait, c'est plus facile de créer... Ça devient ton personnage principal. Exactement, c'est ton personnage principal. Et moi, je prends souvent cet exemple-là, mais j'adorerais que dans quelques mois, des joueurs qui, au début, se sont dit, voilà, j'essaye pour voir, ça m'amuse, etc., à qui je dis, attends, j'ai envie de te racheter ton cheval. Par ailleurs, il n'est pas très bon, et puis me disent, non, en fait, c'est mon cheval, quoi. C'est-à-dire qu'il y ait cet attachement-là et ce côté un peu irrationnel de j'ai vécu des émotions fortes et dans le jeu et dans la réalité, et donc je veux pas je le considère pas comme un objet que je peux interchanger et remplacer par un autre comme ça. Donc, pour moi, c'était important, et donc voilà, donc il y avait cette double dimension. Il faut que tu puisses jouer souvent, parce qu'en fait, si tu joues pas souvent, tu te désengages et puis tu vas trouver d'autres jeux qui t'engagent plus. Et donc voilà, donc il y avait cette dimension. Et j'ai pas envie de découper les chevaux en mille et de rendre ça. Donc voilà, donc notre point, ça a été de se dire. Et d'ailleurs, c'est un sujet très intéressant quand tu fais de l'innovation, qui était de dire à un moment, donc là, je remercie Clémence dans nos équipes qui bosse avec moi sur ces sujets, qui moi m'a dit, mais en fait, il faut arrêter de vouloir rentrer dans une case, en fait. On peut très bien exister sans être ni dans la case de Sorare, ni dans la case... Bien sûr. En fait, il faut qu'on crée notre case, en fait, avec nos règles du jeu et qu'on avance de cette façon-là. Et je pense que ça nous a beaucoup aidé, en fait. Ça nous a aidé à aussi assumer un peu qui on est et où est-ce qu'on va. Alors du coup, si vous n'êtes pas le Sorare du cheval et que vous n'êtes pas un métavers dans lequel je vais pouvoir me promener aux côtés d'Alexandra Lederman, vous êtes quoi? On est... Alors, on est un univers, ça c'est hyper important. Et on a fait un gros travail avec les équipes pour poser le narratif. Donc, on est un univers qu'on a appelé Equiverse, donc une espèce d'espace, et qu'on veut volontairement un peu dark, qui est un truc un peu d'initié, qu'on est en train de défricher avec les premiers acheteurs de NFT. C'est une dystopie là que tu es en train de nous vendre Non, mais en tout cas, pour nous, c'est hyper important de poser un cadre culturel clair, avec des références, et on espère que les joueurs vont le voir, en fait, toutes ces inspirations qu'on a pu avoir. Cet univers-là, il est important. Dedans, il va se passer plein de choses. En fait, il y a les courses. Donc, les courses, c'est vraiment le cœur de la machine, mais il y a bien d'autres choses. Il y a l'écurie dans laquelle il y a ton cheval et dans lequel tu vas pouvoir t'en occuper, éventuellement le pimper, interagir avec ce cheval. Il y a la dimension reproduction qui est une grosse demande des joueurs et sur laquelle on est en train de travailler. Tu as le shop dans lequel tu pourras faire des choses aussi et dépenser les points que tu auras gagnés grâce à tes chevaux. Tu as une dimension communautaire qui pour moi est hyper importante. C'est hyper important dans la vraie vie des chevaux. Dans tous les pays, tu as des jockey clubs dans lesquels les propriétaires de chevaux se retrouvent. En fait, ils vont acheter des moitiés de chevaux ensemble, etc. Et je pense que là, il y a quelque chose qui peut être vraiment, vraiment sympa et puissant. Et ensuite, on travaille aussi, en fait, on veut aussi intégrer d'autres marques. En fait, on veut profiter de l'interopérabilité du Web3 pour créer des partenariats et surprendre encore un peu la communauté en faisant des choses qu'on n'attend pas du PMU, quoi. Donc voilà, donc c'est vraiment cet univers-là qu'on veut créer. Et à l'intérieur, bien sûr, il y a un jeu. Et donc le jeu, au début, sont les courses. C'est fondamental. Et dans les courses, tu as les courses de la vie réelle et tu as des courses dans lesquelles
y a du réel, mais il y a aussi les choix que tu vas faire en tant que joueur, les caractéristiques, les équipements de ton cheval, et puis une part aussi d'aléa qui... Donc c'est là que je peux pimper mon baudet et lui mettre mon bon équipement et lui dire vas-y, tu as toutes tes chances. C'est exactement ça. Et pour nous, en fait, ça va nous permettre de soutenir l'engagement. Et par ailleurs, pour moi, c'est un point qui est hyper important, ça permet de faire découvrir l'univers des courses. Ça permet d'expliquer dans un langage qui est très simple. En fait, encore une fois, le sujet, c'est pas de réintroduire la complexité. C'est-à-dire que moi, je veux pas que les gens qui jouent à Stables deviennent des parieurs sur les courses de chevaux. Moi, je veux qu'ils s'amusent, qu'ils prennent plaisir à jouer et à découvrir cet univers-là. Et si on a réussi ça, on aura gagné. En fait, on n'attend pas. Moi, encore une fois, je pense que c'est pas un cheval de Troie ou du hameçonnage pour transformer des gens en parieurs. En fait, t'es pas en train de faire du growth hacking, quoi. Non, exactement. En fait, par ailleurs, le pari sur les courses de chevaux, c'est une initiation par des gens qui connaissent, etc. Nous, moi, l'avantage, c'est que je connais pas tellement plus que les gens qui ont acheté les NFT, quoi. Mais en revanche, moi, quand j'y vais, je trouve ça magique. Je trouve que c'est un spectacle incroyable. Je trouve que les chevaux, c'est des personnages incroyables. C'est-à-dire que tu vois, au début, ils sont nerveux. En fait, tu te dis, c'est pas possible. Ils sentent que c'est vraiment la course, quoi. Les gens autour, l'entourage, etc. Et le spectacle de la course, c'est un moment suspendu, quoi. Et c'est vrai, quelle que soit la discipline, si tu vas à Auteuil, par exemple, à Auteuil, c'est les courses d'obstacles. Dès que le cheval franchit une haie ou un obstacle, en fait, tu retiens ton souffle, en fait, en disant, si ça se trouve, et puis de temps en temps, il y en a à qui il arrive des accidents, et vraiment, tu te dis, c'est très spectaculaire. Et donc voilà, c'est ça qu'on a envie de faire découvrir, mais en l'améliorant de ce que permet de faire l'univers du virtuel. Et j'ai une question peut-être sur le côté attachement. Tu disais justement, j'ai envie que les propriétaires vraiment s'approprient leur personnage, mais c'est vrai que dans l'univers, on va dire, des jeux Web3 qui parient sur des animaux, par exemple, il y a Dogami où tu as des bouilles de chiens, ou le Shiba que tu as dans ton salon, ça peut aussi être le Shiba que tu as dans ton téléphone. Et il y a quand même une déconnexion entre le NFT Stables que j'ai et un cheval qui m'est relativement inaccessible puisque d'une part je l'ai pas dans mon salon et d'autre part l'animal paraît un peu moins partager des émotions et il est beaucoup moins visible entre guillemets. Il y a quand même une distance à combler. Alors il y a plusieurs choses. Notre enjeu déjà, c'est de te le rendre accessible. C'est-à-dire que ce qu'on veut, c'est on veut permettre aux gens de vivre cette expérience-là et donc, on va inviter, là, dans les détenteurs de NFT, on va les inviter à l'hippodrome, on va leur faire vivre cette expérience-là, et on va leur faire vivre l'expérience comme s'ils étaient propriétaires des chevaux. Donc, on va les faire accéder à des endroits qui sont un peu VIP. L'idée, c'est de faire toucher un peu du doigt ce que c'est, et donc de rapprocher un peu le cheval. On veut aussi faire vivre des moments de ton cheval, donc que tu puisses accéder, revoir ses courses, accéder à ces données-là. Ensuite, on a beaucoup travaillé. Moi, c'était un des points qui était aussi important avec l'équipe qui a bossé sur le design des NFT. En fait, on a voulu te rendre le cheval unique parce qu'on aurait pu mettre des photos des chevaux. Mais en fait, si tu en as 3 ou 4, moi, je suis incapable de retrouver le cheval. En dehors de la robe, éventuellement. Voilà. Il y a eu un gros travail qui a été fait sur les matières, avec des artistes, quoi, pour vraiment construire des chevaux qui soient beaux, dont tu sois fier. Et on a fait un travail, l'équipe qui bosse notamment sur les réseaux sociaux a fait un gros travail de mise en situation. Donc, on a mis les chevaux dans des univers un peu psychédéliques, etc. L'idée, c'est de continuer ça pour faire en sorte qu'à la fin, ton cheval, en fait... c'est mon cheval, quoi. Que tu aies cette espèce de sensation-là. On n'a pas voulu le représenter par tu prenais tout à l'heure l'exemple de Dogami. Le cheval de course, il n'est pas mignon, en fait. Il est très impressionnant, il est très fort, il est très... et quand j'emmène... moi, j'y ai été plusieurs fois à l'hippodrome avec des détenteurs de NFT. Souvent, tu as des gens qui ont peur, qui reculent un peu quand le cheval approche parce que c'est très impressionnant. En fait, c'est ça qu'on a voulu restituer et c'est ça et après, il faut notre travail, c'est de raconter l'histoire, en fait. C'est de faire découvrir l'écosystème et d'expliquer, de dédramatiser, de simplifier au maximum. Vraiment, il faut qu'on rende cet univers accessible.
encore une fois, de temps en temps, quand tu arrives, c'est vrai au PMU, mais c'est vrai aussi à l'hippodrome, quand tu arrives, de temps en temps, tu as un peu l'impression que c'est des discours d'experts, tu ne comprends rien, c'est un peu ésotérique. Tu as l'impression d'arriver à la Paris Blockchain Week si jamais tu es un parieur hippique, quoi. C'est un peu... Bon, bah voilà, il faut qu'on rende ça accessible. Et donc, moi, je suis convaincu que notre boulot, c'est de raconter des histoires et de faire vivre des expériences. Et donc, faire vivre des expériences, c'est des expériences dans la vie réelle. Donc, on va inviter les détenteurs de NFT à venir à Vincennes, à Longchamp, et ce, partout en France. Il y a des courses partout en France, donc on va pouvoir le faire et on a l'intention de le faire. Et on veut aussi le faire à l'étranger, en fait. C'est-à-dire qu'on a des partenariats avec des sociétés de courses du monde entier. Donc, si tu as acheté un NFT et que tu habites Hong Kong, bah, en fait, on va essayer de voir comment est-ce qu'on peut t'emmener à l'hippodrome d'Hong Kong et vivre les courses là-bas. Super. Je fais une petite digression parce qu'on a quand même pas mal de questions. Ça se transforme en AMA Stables. J'ai l'impression l'émission. On a des questions. On nous demande quand aura lieu la collab avec le projet de ce 2 chevaux Citroën. Bravo Usul. Bon jeu de mots. Il est bon. Stacker Overflow 845 nous demande quelle sera la supply max des chevaux backés par des chevaux IRL. J'ai l'impression qu'il n'y aura que des chevaux IRL. Ouais, tout à IRL, fait. Pardon. Donc pour l'instant, il n'y a que des chevaux réels. En revanche, on réfléchit. En fait, pour l'instant, que des chevaux dans la réalité. Pour nous, ce lien-là, il est important. La question qu'on se pose, c'est sur le breeding, la reproduction. J'avais une question là-dessus, c'est bien. Parfait. C'est un sujet qu'on n'avait pas trop vu venir. En fait, moi, je l'avais vu notamment dans des jeux dans lesquels il y a beaucoup de chevaux virtuels, dans lesquels les gens travaillent sur la reproduction. Donc, il y a un projet Z-Run dans lequel c'est beaucoup le cas. Et d'ailleurs, c'est la partie du jeu qui marche. C'est-à-dire que les courses, il y a assez peu de gens qui jouent, mais en revanche, la reproduction, ça fait marrer les gens d'étudier la génétique des chevaux. Et donc, on se pose la question d'avoir des chevaux hybrides. Tu reproduis 2 chevaux et tu génères un cheval qui n'existe pas dans la vraie vie, mais qui a des traits de ses 2 parents. Et donc, de cette façon-là, tu maintiens un lien avec le réel. Pour nous, c'est important de maintenir le lien avec le réel et de le faire correctement. Donc voilà, donc pour nous, le lien avec la vraie vie est fondamental. On reste sur le gaming. Il y a Stacker Overflow 845, toujours lui. Un système de leveling est-il prévu ? Quand tu dis leveling, c'est... si jamais tu fais gagner, j'imagine on va reprendre mon Baudet qui n'est pas très bon, mais qui a un super équipement et peut-être un peu de chance. Je l'entraîne comme il faut. Et toi, tu es fort et tu prends les bonnes stratégies de course. Ton cheval, il va progresser. Il va progresser. Donc, il prend de l'expérience dans le jeu. Exactement. Et tu auras une mécanique de matchmaking pour faire en sorte que tu n'écrases pas tous les autres Baudets qui arrivent. Très bien, très clair. Il y a une autre question, et après, je ferai une petite pause, parce que j'ai aussi une émission à faire, vous m'excuserez. Sera-t-il possible, donc Manamé57, sera-t-il possible de partager une écurie de plusieurs NFT pour augmenter ses chances et diminuer ses risques ? Pour l'instant, on ne peut pas. C'est un vrai sujet. Et donc, ce dont on parle dans la logique Jockey Club, et quand on regarde ce qui se fait, les guildes, etc., oui, on a vraiment envie de faire ça, en fait. On a vraiment envie de permettre que tu puisses organiser des modes de jeu avec tes amis, donc que tu puisses avoir ton espèce de room privé dans laquelle tu organises tes modes de jeu, ta partie de l'équiverse qui t'est réservée à toi, dans lequel tu peux faire ce que tu veux. Et moi, je suis convaincu, ça existe dans la vraie vie, c'est-à-dire qu'il y a des bandes de copains qui achètent un cheval et qui vivent une expérience comme ça ensemble, donc qu'il faut qu'on intègre ces mécaniques-là. Donc on est en train de bosser dessus. Super intéressant. J'aimerais qu'on bascule un peu sur la technique, puisque vous avez fait un choix, c'est celui de la blockchain Tezos. Le déploiement s'est très bien passé. Je n'ai pas vu de heure. Je ne crois pas qu'il y en ait eu. Vous n'avez pas demandé au holder de burner pour faire un deuxième drop. Donc tout va bien. Ouais. Est-ce que tu peux nous expliquer ce qui vous a amené à vous placer sur une blockchain qui est plutôt dévolue pour du market ou de l'artistique au départ, même c'est une blockchain qui est excellente au demeurant, mais c'est vrai que sur du gaming, c'est pas le premier choix qu'on s'attend à vous voir faire. En fait, donc la décision, elle remonte à il y a 1 an maintenant, ou un peu moins d'1 an, mais avant l'été de l'année dernière. La décision, en fait, moi, quand j'ai présenté le projet en interne, les seules objections qu'on a eues, c'est sur la blockchain qu'on allait choisir. En fait, et en disant Ethereum, etc., ça pollue, vous êtes complètement inconscient. Et donc, c'est une objection assez forte, venant par ailleurs de gens plutôt tech, qui disaient, voilà, il n'y en a pas besoin, pourquoi vous faites ça ? Et donc, cette objection, elle était un peu compliquée à tacler. Et puis, tu disais, bon, voilà, il va y avoir le merge, ça va bien se passer. Ces problèmes dont on parle aujourd'hui n'en seront pas demain. Et en fait,
moi, mon sujet, c'est aussi de protéger le PMU, en fait. Et je ne voulais pas me retrouver dans une situation où, pour vendre un NFT quelques euros ou quelques dizaines d'euros, tu te retrouvais avec des frais de gaz colossaux et que tu pénalises complètement cet univers-là. Et donc, quand on a rencontré les équipes de Tezos et Nomadic Labs en France avec lesquelles on bosse, on s'est dit, OK, bon, en fait, cette blockchain nous plaît bien. Ensuite, les gens en face, justement, en fait, ce n'est pas des gens qui font du marketing, c'est des gens qui font de la technique, c'est vraiment des gens de la tech. Et ça nous a rassurés, en fait, de se dire... En fait, ils ont une roadmap longue comme le bras, ils bossent, ils sont très excités par ces sujets-là. Et ben nous, ça nous plaît de bosser avec ces gens-là. Et donc, on s'est dit, voilà, c'est le choix du cœur et de la raison. C'est peut-être pas le meilleur choix tactique, mais en fait, on est confortable avec ce choix-là. Et en revanche, on a vraiment envie d'y aller à fond et d'avancer comme ça. Donc voilà. Et après, moi, je prends toujours ce contre-pied-là aussi, c'est que ça n'est que le choix de la blockchain, en fait. C'est sûr que te créer un nouveau wallet, quand tu es à ton MetaMask... C'est fastidieux. Oui. C'est fastidieux. En même temps, tu t'es créé un MetaMask, c'était fastidieux, tu l'as fait, et maintenant, tu es même plutôt fier de dire que tu as ton wallet, quoi. Donc, en fait, on ne s'est pas facilité la vie en prenant une blockchain avec une audience qui est plus petite que sur l'univers ou l'environnement Ethereum. Mais ça n'est qu'un choix de blockchain, en fait. Notre projet, s'il avait réussi parce qu'il était sur Ethereum, ça ne voulait pas dire que c'était un bon projet, en fait. Et donc, moi, j'assume pleinement ce choix. Je pense qu'il y a beaucoup de projets, par ailleurs, qui ont changé de blockchain. Il faut se sentir assez libre, en fait. C'était la bonne blockchain, et il fallait qu'on avance, il fallait qu'on se décide. C'était la meilleure décision, selon nous, le jour où on l'a prise. Et donc, moi, je suis très confortable avec ça. Très clair. On va en profiter pour basculer sur la question suivante, s'il te plaît, puisqu'on va parler... débourrage, s'il te plaît, Hélène. Tu vas voir où je veux en venir après, Constantin. Ah non, c'est pas la bonne question. Excuse-moi, Hélène. C'est l'autre question. Ou alors je l'ai pas. Quelle est la différence entre une course de trot et une course de galop ? C'est là, du coup, tu m'as mis... Voilà, le débourrage. Merci. C'est peut-être moi qui me suis trompé en nommant les photos. Excusez-moi. Mais vous avez vu, vous aurez la question après. En quoi consiste le débourrage ? A. Habituer un cheval à être monté. B. Nettoyer les fers du cheval après la course. Et C. À foncer à pleine balle dans la dernière ligne droite. Vous remarquez, je n'ai pas fait de jeu de mots autour du fait d'être bourré, etc. J'ai été très sage. Très habile. Et c'est vrai que je me posais la question, tu as parlé du fait que le PMU était une vieille dame. Tu lui dis, accroche-toi mamie, je t'emmène dans le Web3. J'imagine qu'en termes de communication, de pédagogie, ça n'a pas dû être évident, quoi. Ça a dû demander du boulot. Alors je ne l'ai pas dit comme ça. Non, en fait, ce qui est vrai, c'est que en fait, j'ai beaucoup de chance parce que le projet a assez vite convaincu la direction générale du PMU, donc la directrice générale du PMU, qui n'est pas une vieille dame, elle, qui est une brillante jeune femme, et donc qui très vite a été convaincue et a soutenu l'initiative. Et assez vite, ça a diffusé dans l'entreprise le fait que c'était audacieux, qu'on ne nous attendait pas là, et que on était collectivement assez fiers de faire ce choix-là et de se lancer et d'avoir cette approche-là. Donc voilà. Après, ce qui est vrai, c'est que mon boulot, c'est d'expliquer. Et en fait, on le voit, c'est-à-dire que même dans les communautés d'initiés, c'est des sujets où en fait, ça peut être très clair dans nos têtes, mais ça ne l'est pas forcément dans celles des autres. Et donc, il faut expliquer, montrer, détailler, montrer les écrans, montrer les maquettes. Le travail qu'on a fait, par exemple, sur le light paper nous a beaucoup aidé. En fait. Le fait d'écrire cette histoire, d'écrire ce narratif qui était pour nous assez clair dans nos têtes, en fait, ça pose les choses. Donc voilà. Et après, moi, je suis aussi assez convaincu que tu comprends bien cet univers en le manipulant. Et donc, moi, c'est pour ça, ils ont tous installé des wallets. Il y a plein de gens du PMU qui ont acheté des NFT. Il y a plein de gens qui, le jour où ils ont eu leur NFT, étaient paniqués. Est-ce qu'il est bien, est-ce qu'il n'est pas bien, etc. Donc, ça veut dire que les gens s'approprient que ce qui paraissait complètement ésotérique ou farfelu il y a quelques mois ne l'est plus. Et donc, je pense que ça fait du bien au Web3, en fait, que des gens comme ça. C'est vrai que c'est un sacré bond dans l'inconnu entre une institution qui fait du pari à l'ancienne, mais aussi du pari en ligne, qui est innovante sur bien des aspects, mais qui fait un pari quand même d'entrer dans une mécanique de jeu
sans pari, en utilisant son passif, entre guillemets son patrimoine, à savoir les chevaux et les courses. En soi, c'est quand même vous faites plus... Là, vous sautez le Rubicon, quoi. C'est assez costaud, quand même. C'est un axe stratégique. Notre directrice générale a été hyper claire dessus en disant, en fait, le PMU, pour recruter... donc, en fait, il y a eu 2 phases, là, si tu prends les dernières années. Il y a eu une phase où il fallait que le PMU se recentre sur ses clients existants. En fait, en disant, on est opérateur de paris sur les courses de chevaux, c'est le principal. En fait, on a une activité par ailleurs de paris sportifs et de poker, mais on se concentre sur nos clients, on s'en occupe vraiment, on gomme les irritants. Donc, ça a été un travail c'est un travail besogneux, mais qui était très important en fait pour montrer à nos clients qu'ils étaient importants pour nous. Et la deuxième phase, c'est une phase de recrutement qui est de dire comment est-ce qu'on va recruter de nouveaux clients en tant qu'entreprise. Donc, il faut aller recruter des nouveaux parieurs. Et donc, pour ça, il y a des actions qui sont menées. Et elle, sa conviction et sa stratégie, ça a été de dire, mais en fait, mon plan, il faut qu'on passe du pari au jeu hippique. Et donc, nous, on rentre dans cette case il y a de nouvelles façons de jouer sur les courses de chevaux, et en fait, que permettent l'émergence de la technologie. Et donc, nous, on est vraiment dans cet axe-là. Donc, c'est pas du tout un truc, on tire une cartouche et on verra bien ce qui tombe, s'il y a quelques plumes qui tombent ou pas. Ça s'inscrit dans ce plan-là, en fait, qui est un plan à horizon 2 ou 3 ans, dans lequel on veut vraiment investir cet espace-là et inventer de nouvelles façons de jouer sur les courses de chevaux. Parce que c'est vrai qu'en parallèle, PMU expérimente d'autres choses, de la réalité augmentée, ce genre de choses, pour rendre l'expérience encore plus immersive quand on est parieur. Oui, alors nous, on ne fait pas de tests pour le moment de réalité augmentée. En fait, on lance des nouveaux paris. Après, il y a une chaîne de télévision qui est la chaîne de télévision des courses, qui, elle, lance effectivement pas mal d'initiatives innovantes sur... mais voilà, ce n'est pas le PMU directement. En revanche, on bosse, on a plein d'autres idées. On a plein d'autres idées dans les cartons. Et donc, l'idée, c'est d'occuper cet espace-là. Moi, ma conviction, c'est que l'espace et l'histoire et le narratif et l'univers des courses de chevaux est un univers qui est incroyable. Et cet univers-là, il peut être le support de plein de façons de jouer. Et donc, voilà, c'est ça qu'on a envie d'investiguer. Tu dis donc que la course inaugurale aura lieu dans quelques semaines. Donc, vous allez vous appuyer sur une course IRL, une vraie course, un vrai événement. Comment vous occupez le terrain en termes de pédagogie, mais aussi en termes de... Tu as des gens qui ont acheté des NFT il y a 6 semaines. Là, ils doivent être justement comme un cheval en train de dire vas-y, envoie, fais péter. Comment vous animez le Discord, tout en faisant de la pédagogie, en construisant justement, en montrant cet univers que vous allez déployer progressivement? En fait, depuis le début, nous, notre volonté et notre axe a été de dire en fait, on veut aller très vite. C'est-à-dire qu'on ne veut pas faire attendre les gens 6 mois. Et on veut être très itératif. Donc, c'est un point qui est... en fait, on veut lancer des choses et puis en fonction des retours des gens, on va adapter, etc. Donc, on fait des hypothèses en se disant, voilà, il va y avoir ces 3 possibilités-là. On avance sur les 3 et en fonction des retours, on verra comment est-ce qu'on les amende ou comment est-ce qu'on les améliore. Donc là, oui, c'est vrai que depuis le drop et le reveal des NFT, il y a eu moins d'actualité. Après, on a distribué les points. Donc, c'est-à-dire que ton cheval, s'il avait couru depuis le 1er février et qu'il avait gagné des points, gagné en course, tu gagnais des points. Donc, on a distribué les points. Voilà, donc, en fait, on essaye de séquencer, de feuilletonner ces différents éléments. Et après, il faut très vite qu'on rentre dans le jeu. En fait, c'est le jeu qui va vraiment créer ça. En revanche, ce sur quoi aussi on va bosser dans les prochaines semaines, c'est... En fait, on a plein de données sur les chevaux et sur les chevaux NFT, sur la façon dont ils ont performé, quels sont les chevaux qui ont le plus gagné, etc. Il faut qu'on raconte cette histoire-là. Donc, en fait, surveillez vos boîtes aux lettres. On va vous... Il y a de l'activité à venir. On va vous nourrir de ça. Et on a une question de Manamé57 qui suit bien, qui dit « À part le gain de points, l'apport IRL reste flou. Les courses en jeu seront un replay des courses IRL, demande-t-il, ou est-ce qu'on pourra adosser un NFT, un cheval IRL dans les courses ?» Je t'avoue, là, je n'ai pas tout suivi, Manamé. En fait, moi, je peux te répondre. C'était in-game et IRL. Voilà, ça. En fait, il y a plusieurs modes de course. Donc, il y a les courses réelles. Tu n'as rien à faire, c'est très passif. La seule chose que tu auras à faire, c'est de réclamer ton gain une fois que si ton cheval a gagné. Ensuite, tu as des courses qui sont plutôt en écho à la réalité et dans lequel, en fait, la base de départ, c'est quelque chose de virtuel et dans lequel on va intégrer des éléments du réel petit à petit. Ça pourrait être de choisir un cheval, de faire un pronostic, d'intégrer ces éléments-là qu'on veut intégrer petit à petit. Mon obsession,
c'est comment est-ce que quand j'intègre du réel, je le sublime en fait. Je ne veux pas intégrer un truc et faire un truc qui soit le réel dégradé. Je veux faire un truc qui est le virtuel augmenté des qualités du réel. Donc ça, on va l'intégrer petit à petit. Et en revanche, il y a 3 composantes qui sont très importantes. C'est 1, les capacités, les attributs de ton cheval. 2, donc les attributs, les équipements, il y a pas mal de choses qui peuvent rentrer en jeu. 2, tes stratégies, toi en tant que joueur. Et donc, il y a plein de façons de travailler cette stratégie et plein de paramètres sur lesquels avoir de l'impact. C'est du temps réel, du coup ? Non, c'est du temps différé. Et ensuite, effectivement, une part d'aléa. Et donc ça, on le détaillera dans les tout prochains jours, vraiment les mécaniques et la façon dont ça fonctionne. Et surtout, on va l'enrichir, en fait. Moi, c'est ça que je trouve, c'est que on va l'écrire ensemble, en fait, ce jeu. Alors nous, on a pas mal d'idées. On a les idées un peu arrêtées les uns les autres, en plus. Donc, il faut qu'on se mette déjà bien... accorder les violons en interne. Accorder les violons et pas faire de compromis, quoi. C'est-à-dire qu'il faut vraiment qu'on soit... Et ensuite, on va le travailler avec cette communauté-là. Je voyais tout à l'heure une question qui disait est-ce que les détenteurs des premiers NFT, potentiellement, est-ce qu'ils vont être impactés ou est-ce que leurs NFT vont vite être dépassés ? En fait, il y a plusieurs points pour lesquels, pour nous, c'est hyper important. C'est que les détenteurs des premiers NFT, en fait, ils sont vraiment associés à cette co-construction. Ensuite, on est aussi assez convaincus que leurs NFT auront un avantage significatif en termes de valeur dans le jeu. Donc, c'est un point qu'on veut protéger. Et ensuite, voilà, c'est nos premiers clients, quoi. Nous, moi, je suis obligé vis-à-vis d'eux, en fait, plus que vis-à-vis de tous les autres. Oui, puis tu l'as dit, si ton cheval ne court plus in real life, il peut continuer à courir à côté et à gagner de la valeur. Exactement, il y a des modalités de jeu qui te permettent de continuer à jouer et d'intégrer. Après, tu as d'autres modes de jeu qui sont des modes vraiment décorrélés du réel, sur lequel, un peu sur le modèle de ce qu'on a fait, il y a déjà des trucs sur notre Discord qui existent, qui sont des trucs complètement random, mais par ailleurs assez amusants. En termes d'équilibrage, ça a dû être coton, parce que vous avez des courses de galop, on va y venir, et des courses de trot. Enfin, quand même des choses très différentes. Mais quand on a son NFT, globalement, on ne fait pas le distinguo entre les deux catégories. Ouais, effectivement. C'est pas simple. C'est pas simple, mais c'est un bon exemple. C'est-à-dire que c'est une complexité qui nous regarde, en fait, nous, PMU, institution des courses de chevaux. Et en fait, on n'a pas à la transposer à nos joueurs en disant arrangez-vous avec ça et essayez quoi. Si vous voulez y comprendre quelque chose, il va falloir. En fait, c'est à nous d'introduire ces sujets, ces spécificités. Et donc, moi, je pense qu'il faut. Quand ton cheval court dans la vraie vie, en fait, ton trotteur, il court dans une course de trot, c'est une évidence. Dans le jeu, c'est un personnage, en fait. Et donc, tu peux le décorréler un peu. Et donc, rien n'empêchera probablement que ton cheval puisse courir contre n'importe quel autre cheval dans le jeu. Donc, voilà, c'est un élément qui est important. Il faut qu'on respecte la réalité de cet univers, mais il ne faut pas qu'on arrive avec des trucs qui nous regardent et qui ne regardent pas les joueurs. En fait. Les joueurs, ils regardent ça avec beaucoup d'attentes, mais aussi beaucoup d'innocence, en fait. Et il ne faut pas qu'on arrive et qu'on leur dise tiens, prends mes contraintes et puis essaye de te débrouiller avec ça. Voilà, il faut qu'on arrive à gommer ça au maximum. Ok, très. Du coup, Hélène, on va en profiter, on va balancer la dernière question. On a parlé du trot, on a parlé du galop. Il faut quand même qu'on fasse la différence. Donc, quelle est la différence, justement, entre une course de trot et de galop ? Réponse A, le trotteur court avec un sulky et le galopeur sans. Réponse B, le niveau. Les trotteurs doivent passer un galop d'essai. Réponse C, la taille. Le trot est réservé aux poneys. Voilà, je vous laisse phosphorer là-dessus avec cannabis en illustration. Ah oui, c'est vrai, c'est cannabis. Ah bah attends, c'est toujours un soin apporté aux illustrations. Cannabis, en respect, en hommage. J'espère qu'il y aura une catégorie avec des chevaux imaginaires. C'est un très bon point. Tu vois, venu du monde de la fantaisie ou ce genre de choses. Tu vois, le cheval de Gandalf face à cannabis. Je pense que c'est cannabis qui va gagner. Évidemment. J'avais une question toute bête, mais le jeu, c'est un jeu desktop, c'est un jeu mobile, c'est les deux J'imagine qu'aujourd'hui, vous êtes desktop first. On est très mobile. Ah bah non. En fait, non, mais on est très mobile pour une raison simple, c'est que nos clients, visiteurs et utilisateurs, ils sont très mobiles. Donc on est très mobile. Après, les deux seront possibles. Mais oui, en fait, moi aussi, je pensais qu'on serait desktop first au début quand on a commencé. Mais non, en fait, on est très, très mobile. L'idée, c'est vraiment que tu puisses vivre ta course dans le métro et hurler parce que ton cheval a gagné. Super. De le vivre comme ça. Donc, non, c'est
une surprise par rapport à ce que moi j'attendais. Mais en fait, c'est en ligne avec les consommations et usages de nos clients. Donc, préparez-vous à entendre hurler crin-crin du 53 dans le métro. Dans le métro, bien sûr. Très bien. Et donc, on a le jeu. On n'a pas parlé de l'économie du jeu. C'est-à-dire, tu parles de gagner des points. Ces points, tu disais, crin-crin du 53 remporte, une course à l'hippodrome de Vincennes ou à celui d'Auteuil. Les points me reviennent. Avec ces points, je peux faire quoi? Je peux acheter de l'équipement. Je ne peux pas acheter un deuxième cheval. Je ne peux pas acheter un deuxième NFT. Pas tout de suite, mais ça va venir. Et là, en transparence, le sujet, il est réglementaire. C'est-à-dire que pour l'instant, on ne peut pas le faire. Mais les choses sont en train de bouger en ce moment, là, alors on se parle. Et donc, très probablement qu'on aura la possibilité de le faire. Et donc, l'idée, c'est que les points deviennent un jeton dans le jeu, en fait, et un token. Et que de cette façon-là, tu puisses acheter tes équipements, acheter du merchandising, acheter d'autres chevaux. Voilà, l'idée, c'est vraiment de construire une économie à l'intérieur de ce jeu, toujours avec le lien avec le réel et le virtuel. Moi, je prends souvent cet exemple-là, mais j'adorerais qu'un jour, on puisse acheter un vrai cheval avec ce token. Quoi. Une DAO construite autour de votre token. J'adorerais que Stables, que certains joueurs puissent participer en étant... vivre vraiment la vie de... On est propriétaire dans une course donnée d'un cheval et on vit ça de cette façon-là. Donc voilà, la seule chose, c'est un des points sur lequel d'ailleurs c'est plus difficile de le faire comprendre à la communauté, c'est on est face à des projets qui de temps en temps agissent de manière un peu pirate, quoi. C'est-à-dire qu'ils testent et puis ils se remettent d'équerre après, quoi. Bon, nous, au PMU, on peut pas, en fait. On peut pas, moi, je peux pas tester un truc qui est je sais, interdit, en disant, à un moment, ça va être autorisé, en fait. Moi, je suis obligé d'être dans la case autorisée. Et en revanche, il faut qu'on fasse bouger les lignes, il faut qu'on utilise ça, en fait. Et je pense qu'on a un rôle important à jouer, qui est justement faire ce travail dont on parlait tout à l'heure, d'explication, d'éducation, de dédramatisation. En fait, on ne veut pas faire n'importe quoi, mais on pense que voilà, il y a un espace dans lequel on doit pouvoir évoluer et qui, pour l'instant, est un peu une zone floue. Ouais. Donc, et dans votre communauté, quand on avait échangé au départ, tu me disais que vous avez une communauté très Web3, mais aussi des gens qui sont plutôt venus par le monde du cheval, qui se sont formés un petit peu au Web3. Comment tu les accompagnes sur des questions de tokenomics? C'est des sujets qui sont quand même assez compliqués. Alors, j'imagine que vous les avez accompagnés déjà sur la création de wallet, ce genre de choses. C'est assez... tu utilises le terme d'ésotérique assez souvent. Ouais, il y en a. Moi, je trouve que quand tu connais pas, mais même Discord, moi, ça a été un vrai... Ouais, c'est dur. Oui. Surtout quand on a 30. Ouais, c'est ça. C'est dur. C'est dur. Il y a plein de nouveaux codes, il y a plein de nouvelles... Donc, ça demande un petit travail d'initiation. Après, globalement, quand même, on n'a pas eu beaucoup de vrais néophytes. Moi, les vrais néophytes que j'ai accompagnés, c'est plutôt des gens du PMU, des salariés du PMU, qui voulaient s'y intéresser, sur lequel, moi, je leur ai vraiment fait un parcours d'apprentissage. On a coché les différentes cases les unes après les autres. Ce qui est vrai, en revanche, c'est qu'une fois que les gens l'ont fait, cet effort-là, ils sont, satisfaits. Ils sont en général reconnaissants en disant « tu m'as appris quelque chose ». Donc, c'est quand même... Et après, ils se disent « en fait, je comprends mieux pourquoi ceux qui sont dedans, ça les intéresse ». Ouais. Cette notion très communautaire, cette notion de décentralisation, le fait que la parole qui est donnée à la communauté, le fait que ça soit hyper important et écouté. Et en fait, ça nous aide pas mal. Donc, pour l'instant... Ces néophytes, les gens qui viennent du monde du cheval, ils ne sont pas très nombreux. Ça reste quand même marginal. En gros, c'est des Web3, des gens qui viennent du Web3 ou des gamers. Des gens du monde entier, c'est aussi un point qui est hyper important. Nous, on a des gens, dans les holders, on a des gens de 65 pays. Donc, c'est un vrai, pour nous, un vrai actif qui est hyper important pour nous. Majoritairement français, mais présent à l'international. Exactement. Et dans la communauté, on a vraiment beaucoup d'étrangers et des gens du monde entier. Donc, c'est vraiment très excitant de se dire, ça parle au-delà des frontières. On sait très bien que là, on est en train de défricher cet équiverse qui est encore un peu dark. On attirera le grand public qu'une fois qu'on aura aussi... rendu plus accessible, simplifié, etc. Mais voilà, pour l'instant, en fait, on est bien avec ce cœur de communauté. On a envie d'en prendre soin. On a envie de... en fait, on est convaincu que si on arrive à les satisfaire, en fait, on saura satisfaire le grand public. Bien sûr. On n'a pas envie maintenant qu'on a réussi la première étape de partir complètement à l'ouest et de dire, maintenant,
on gomme tout, on fait plus de référence au Web3. En fait, on y croit, quoi. Donc, moi, j'y crois. Et donc, on n'a pas envie de faire semblant. Oui, et vous n'avez pas envie de faire semblant. Et en plus, de ce que je comprends, vous pouvez vous permettre, je ne vais pas parler d'excentricité, mais vous avez quand même une marge de manœuvre et de liberté qui est assez importante. Enfin, on parlait peut-être de pouvoir... il y a une question qui dit, est-ce que je pourrais croiser un trotteur et un galopeur et en quelque sorte créer une nouvelle catégorie ou une nouvelle race? Vous en êtes peut-être pas là, mais je ferme pas la porte. Voilà, c'est ça, tu fermes pas la porte. Moi, le jour où vous intégrez Roach, le cheval de The Witcher 3, je signe direct, tu vois. Enfin, j'ai l'impression quand même que, quand on s'était eu, tu m'avais dit, on a des demandes de gens qui sont déjà très attachés à leur cheval et qui veulent des accessoires pour le grimer en licorne, par exemple. Oui, on en a une qui est fan de licorne. C'est son obsession. Elle veut que son cheval soit rose et que ce soit une licorne. Mais en fait, il faut qu'on ait ce point d'équilibre. C'est-à-dire qu'on peut se permettre des excentricités dès lors que notre objectif principal, qui est de servir l'image de cet univers-là, est respecté. Et encore une fois, en fait, il y a deux composantes. Il y a le cheval. Le cheval, il appartient à son propriétaire. Et en fait, on ne veut surtout pas toucher à ça. Et ensuite, il y a le personnage du jeu. Et ce personnage du jeu, on peut se permettre des fantaisies, etc. Donc, on fait très attention à cet équilibre-là. C'est très important. Mais après, il y a des composantes de jeu dans lesquelles on peut mettre du fun, dans lesquelles on peut raconter l'histoire un peu autrement. Et ça, pour nous, c'est clé. Bon, on a une question qui fait écho justement à ce que tu nous dis, c'est le côté, on scinde entre guillemets ce qui fait la personnalité et l'identité du PMU, donc les courses, les chevaux, mais aussi toute l'économie qu'il y a autour, tout l'écosystème, et le jeu à proprement parler avec son potentiel de fantaisie et d'innovation. Quelle communication vous avez engagée, quelle pédagogie vous avez engagée avec justement cet écosystème à l'ancienne, tu vois, de jockeys, de propriétaires de chevaux, d'écuries, qui peut-être n'ont pas encore connaissance de ce qu'est le projet Stables. Alors, normalement, l'information, elle a été très institutionnelle. Il y a une presse spécialisée, donc ça a été fait. Et ensuite, les sociétés de course, en fait, qui ont organisé la franchise autour de... ce sont elles qui ont cascadé l'information. Et nous, notre rôle, il n'est surtout pas interférer en fait, dans ces instances-là, dans leur organisation, dans leur gouvernance. Après, ce qui est sûr, c'est que moi, je suis toujours accessible et à portée d'engueulade si c'est nécessaire. Mais justement, en général, quand il y a insatisfaction, c'est qu'il y a mauvaise compréhension, en fait. Et donc, ça veut juste dire que ce travail-là de pédagogie n'a pas été fait. Mais donc, voilà. Donc, nous, on fait le travail avec eux. On partage les informations, on les sensibilise, on présente dans les différentes instances ce qu'on est en train de faire. Après, qu'il y en ait un ou deux dans l'angle mort, c'est sûr, ça arrive. Mais voilà, globalement, l'écosystème est au courant. Regarde majoritairement le projet avec beaucoup de bienveillance, en fait, en disant si ça se trouve, ce truc, et voilà. Et après, de temps en temps, voilà, il faut juste corriger, expliquer, rendre dédramatiser. Encore une fois, en fait, on n'est pas en train de piller quelque chose pour aller faire. On est vraiment avec cette obsession qui est servir l'image de cette activité-là et attirer des communautés nouvelles avec un mode de jeu différent. Et en même temps, en préparant l'émission, j'étais assez étonné de voir qu'il existait autant de jeux différents autour du monde du cheval, mais aussi du monde professionnel du cheval. Hippodingo, c'est un vrai jeu en ligne gratuit où tu manages une écurie. Et Horse Racing Simulator ou Horse Manager Simulator, c'est également le cas. Tu gères, tu assistes à des courses virtuelles, ce genre de choses. Enfin, il y a déjà ferment, il est déjà là. Il y a déjà un univers. Tout à l'heure, là, dans le quiz, il y avait Alexandra Lederman. Alexandra Lederman, c'est assez dingue. Hein, ça parle qu'à des vieux comme nous, mais c'est le cheval, encore une fois, ça exerce un animal qui fascine. Et le cheval comme sportif, ça fascine d'autant plus. Donc il y a un terrain et il y a un terreau qui est propice à ça. Et après, le risque, c'est la part du virtuel, en fait. Et donc, c'est pour ça que pour nous, c'est important de faire ce lien avec le réel, de montrer qu'en fait, qu'on a faire honneur. Exactement. Et par ailleurs, en fait, il y a deux choses. C'est faire honneur. Et ensuite, nous, dans notre mission, on va financer cet écosystème. En fait, on n'échappe pas à la règle du PMU qui est que nos profits ils servent à financer
cette économie-là. Et encore une fois, souvent, en discutant avec des gens sur le Discord et sur la communauté, souvent les gens ont l'impression que les propriétaires de chevaux, c'est des milliardaires, des princes de je ne sais où, etc. Oui, il y en a, mais en fait, il y a aussi beaucoup de gens, c'est plutôt voilà, un univers très rural, et ils ont investi leurs économies dans ce cheval dans lequel ils ont beaucoup d'espérance, etc. En fait, c'est ces gens-là moi, c'est ça que je trouve assez excitant, c'est cette mission-là qui est de financer le maréchal Ferrand, c'est un métier. En fait, se dire que potentiellement, à la fin, au bout de la chaîne, ces gens-là, en fait, on va participer de manière, pour l'instant, très symbolique, mais participer quand même au financement de ces activités-là. Moi, je trouve ça assez excitant. Et en fait, finalement, hyper moderne. Et tu parles de financer, donc ça veut dire que y a toute la tokenomics, elle est encore en place. Vous attendez le go, en gros le projet de loi Sorare, vous attendez qu'il sorte. Mais j'imagine que vous travaillez déjà sur la 2e ou la 3e collection. On sera toujours sur le même prix parce que en soi, 100 €, alors je dis ça alors que nous, on a notre collection de NFT, on a vendu des machines à écrire 0.1 ETH en avril 2022, c'était plus de 250 $, hein, donc c'était cher. Mais le 100 €, ça reste, pour un jeu, ça reste assez élevé, surtout quand aujourd'hui, vous avez déjà touché, entre guillemets, une bonne partie de l'écosystème Web3, vous allez devoir, j'imagine, aller au-devant d'une population qui est peut-être moins prête et qui sait moins ce que c'est que le Web3. Ça fait partie des choses auxquelles vous... Alors, on va relancer, c'est sûr qu'on va relancer une nouvelle collection à la fin de l'année. Pour l'instant, on ne communique pas sur supply et prix parce que ce n'est pas hyper clair dans nos têtes non plus. En revanche, on n'a pas prévu que ce soit moins cher, clairement. Et tout notre enjeu et tout notre boulot, c'est de montrer que ça vaut plus que ce qu'on a vendu entre-temps. Donc, on se met en ordre de bataille pour ça. C'est hyper important. En fait, moi, la façon dont je vois les choses, c'est que pour l'instant, en fait, il y a les détenteurs de NFT. Les détenteurs de NFT, ils sont dans une logique où ils ont investi effectivement de l'argent. Il faut qu'ils en aient pour leur argent. Et donc, il faut que je leur fasse vivre une expérience de jeu, un potentiel, tu vois, de valorisation de ce qu'ils ont acheté et des expériences dans la vie réelle qui fassent qu'à la fin, ils se disent, voilà, en fait... J'en ai eu pour mon argent. Ouais, exactement. Je ne me suis pas fait avoir. En fait, ce n'est pas un scam, ce projet. C'est un vrai projet. Ça a des bons fondamentaux. Ce qui est sûr, c'est qu'à un moment, mais qui n'est pas un moment à court terme, c'est comment ton projet il devient vraiment massif. Effectivement, il devient massif en étant accessible par le parcours pour l'utilisateur et accessible en termes de prix. Sous quelle forme ça va se passer, je ne sais pas. J'aime bien l'idée de me dire que les petits des NFT, des collections originelles, ce seront les clés d'entrée de ces joueurs qui mettront quelques euros pour rentrer dans le jeu. Ça me parle, en fait. Je me dis, ça vient servir l'économie, ça vient servir les premiers détenteurs de NFT. Et en revanche, voilà, une fois que tu auras ton cheval, que tu auras acheté quelques euros ou quelques centimes d'euros, en fait, pour jouer, il faudra contribuer, il faudra effectivement participer avec du token. Donc, voilà, l'idée, c'est un peu d'avoir ce modèle-là. Pour l'instant, ce n'est pas du tout le cas. Pour l'instant, on se concentre sur les détenteurs de NFT, ceux qui ont acheté la première génération. L'idée, c'est qu'ils en aient plus que pour leur argent. En fait, c'est vraiment ça le sujet. Ils font partie des investisseurs. Moi, je les considère vraiment comme des gens qui ont participé à la campagne de financement participatif de ce projet. Ils sont associés au projet et associés à sa réussite. Il faut qu'on montre que ça vaut plus que ce qu'on a fait payer jusqu'à présent. Sans vous présenter comme un play to earn non plus. Et exactement, il faut qu'on trouve cet équilibre-là. Et moi, je suis convaincu qu'il y a de l'espace, en fait, en n'étant pas un play to earn, qu'il y a cet espace-là. Et voilà, notre ambition, c'est celle-là. Et on ne veut pas... moi, c'est ce qu'on se dit souvent dans l'équipe, c'est facile d'être un play to earn. C'est facile de devenir un jeu d'argent. C'est-à-dire que si je te dis, tu achètes 50, tu as une chance de gagner 200, je te fais clignoter un truc dans ta tête qui est assez simple, assez basique. Nous, moi, je ne veux pas qu'on prenne le truc facile. En fait, on prend le truc qui est exigeant, mais qui à la fin fait que les gens ils se diront, en fait, même si j'ai pas eu 200, en fait, j'ai vécu quelque chose qui vaut ça, en fait, et avec lequel je suis très confortable. Donc il faut qu'on arrive à créer ça. Donc pour répondre à ta question, pour l'instant, on a un plan de drop qui est plutôt de 2 fois par an, en fait, en gros, de collection de NFT. Moi, j'adorerais qu'on mette très vite des chevaux venant par ailleurs d'autres pays. Et ensuite, quand
quand on ira au large, à ce moment-là, on verra c'est quoi le cheval très facile d'accès pour que n'importe quel joueur puisse commencer à jouer pour quelques euros et que ça ne soit pas une barrière. Et vous envisagez de dropper aussi des drivers ou des jockeys dedans? Alors pour l'instant, ce n'est pas prévu, parce que le personnage de notre jeu, c'est le cheval. Pour l'instant, ce n'est pas prévu. Parce qu'il y a des figures tutélaires quand même dans ce monde-là. Dans le monde du trot, on parle des Zidane. Il y a des individus qui portent quand même cette discipline, qui gagnent les compétitions d'une année sur l'autre. Oui, c'est vrai. Non, mais c'est vrai, c'est des figures, c'est un écosystème. Et par ailleurs, c'est sûr qu'il y a de la place pour faire découvrir aussi les hommes. Et quand on dit les hommes, il y a les jockeys ou les drivers, donc ceux qui sont sur le cheval ou dans la petite charrette, dans le sulky. Et les femmes par ailleurs, parce que c'est une discipline où exactement, les femmes sont... hommes et femmes, et hommes et femmes talentueux en plus de ça, tu vois, vraiment, c'est assez bien équilibré. Il y a les entraîneurs, donc qui sont vraiment les coachs des chevaux, qui s'en occupent. Il y a les propriétaires, il y a les éleveurs, ceux qui font naître, qui font justement les alchimistes, qui se disent, en fait, celui-là avec celui-là, ça va être incroyable. Tout cet écosystème-là, il est assez fascinant. En revanche, pour l'instant, on veut rester focus sur le personnage cheval parce qu'on est convaincu que c'est lui qui est le plus fort, en fait, dans en tout cas, avec la communauté qu'on a créée. Voilà, on ne ferme pas la porte, mais pour l'instant, ce n'est pas prévu. Okay. Bon, on est en train de dépasser, donc j'ai encore une ou deux questions et on ferme la porte, on termine la course. Manamé57, décidément, hein, je t'aurais bien servi ce soir. Merci beaucoup pour tes questions, c'est très précis. Est-ce qu'on pourra revendre nos hybrides nous-mêmes ou seront-ils vendus par la Team Stables et on ne touchera qu'une commission? Donc là, on évoquait notamment le fait que demain, plus tard, des joueurs... Dans ces cas-là, rien n'empêcherait que tu puisses le revendre direct. Voilà. Sur OpenSea carrément ou sur votre marketplace plutôt? C'est une bonne question. Je pense que probablement sur notre marketplace, c'est une bonne question, je n'ai pas la réponse, je préfère pas te dire de bêtises. Et Stacker Overflow 845, y aura-t-il des airdrops pour des événements d'équipement, des NFT, en gros corrélés à l'actualité? Si oui, y en aura-t-il qui seront spécifiques aux premiers détenteurs? Ah, les OG, ils veulent être traités en tant que tels. En tout cas, oui. L'idée, c'est sûr, on veut valoriser les premiers détenteurs et vraiment s'assurer qu'ils soient pleinement embarqués et valoriser cette position-là. Et après, oui... des airdrops pour des événements, comme moi, je suis convaincu que ça fait partie de la réussite de ce projet, c'est si on est capable de raconter l'histoire des courses. Je prends un exemple, le week-end prochain, ce week-end-là, il y a le Grand Steeplechase de Paris. Donc, c'est une grande course à Auteuil, c'est une grande course d'obstacles qui est très, très spectaculaire, qui a lieu dimanche. En fait, c'est des courses, en fait, si on n'en parle pas, si on ne le fait pas vivre à notre communauté et on ne partage pas ce que c'est, ils vont passer à côté. Bien sûr. Et donc voilà, je ne dis pas qu'on va le faire dès ce week-end, parce que ça, pour le coup, on va avoir un problème de timing. Mais en tout cas, ça fait partie de moments un peu forts. Il y a ça, il y a le prix du Jockey Club, il y a le prix de Diane, qui est le truc ultra chic à Chantilly, il y a le prix de l'Arc, il y a le prix d'Amérique, il y a toutes les qualifications pour le prix d'Amérique. En gros, toute l'année, il y a quelques très, très belles courses. Et ça, on veut les faire vivre à nos propriétaires de NFT, à la fois dans le jeu, et en même temps, pour ceux qui le peuvent, on a envie de les inviter, de leur faire vivre cette expérience-là de manière un peu unique et qu'ils vivent quelque chose qu'ils n'auraient jamais imaginé vivre. Très bien. Voilà. Pour les investisseurs, vous serez chouchoutés sur le long terme. J'ai une dernière question et après on tourne la page. C'est celle du déploiement à l'international. Ouais. Sur la roadmap, c'est marqué, je crois, Q1 2024. Ouais. C'est toujours d'actualité. Oui, tout à fait. Oui. Avec, vous visez plutôt les marchés... américains ou plutôt les marchés asiatiques où on sait, moi j'entends souvent parler effectivement du Japon, de la Corée, c'est des pays qui sont très tournés vers le Web3 en ce moment. En tout cas, dans les détenteurs de NFT, on a beaucoup de gens d'Asie, de Moyen-Orient. Et donc, on regarde aussi ces marchés-là, en fait, qui ont été très réactifs à notre proposition de valeur. Donc, ça fait partie des gens qu'on regarde. Et après... de la même façon, il ne faut pas qu'on se disperse. En fait, on ne pourra pas faire le monde entier. Donc, il faut qu'on cible quelques pays avec lesquels c'est facile de traiter, avec lesquels c'est facile d'embarquer des chevaux, avec les bonnes données. L'idée encore, c'est que si je t'émets un NFT d'un cheval d'un pays A,
mais que tu n'as pas accès facilement aux images, que tu n'as pas accès aux données, que l'expérience va être dégradée. Donc, il faut que ça soit bien fait. Donc, encore une fois, il faut mieux qu'on fasse un peu moins et qu'on le fasse bien. Et ensuite, on ajoutera des pays au fil de... C'est vrai que vous n'avez pas forcément les partenariats avec les chaînes, pour les droits de diffusion. En tout cas, il faut qu'on traite ces sujets-là en même temps, et ça prend du temps, et il faut qu'on le fasse bien, en fait. Encore une fois, je pense qu'il n'y aurait rien de pire qu'on te dise, ton cheval, il s'appelle, je sais pas quoi, moi, Candysim de Suède. Va sur Google Actu pour voir. Tu vas voir, puis en fait, tu peux pas y accéder parce que c'est géobloqué, et parce que, en fait, si c'est ça, on casse complètement l'expérience. Donc, il faut vraiment qu'on le fasse et qu'on le fasse bien. Et dernier point, c'est le rendez-vous. Tu as parlé dans quelques semaines de grosse actu. Si jamais on doit rencontrer l'équipe Stable, je ne sais pas si vous serez à la NFC, par exemple, à Lisbonne début juin, ou si jamais il y a un autre événement auquel on peut te voir, ou ça peut être autrement que présentiel, ça peut être virtuel. Quel prochain rendez-vous que tu peux donner à nos viewers? Alors, prochain rendez-vous, suivez-nous sur Twitter, sur le compte PlayStables. Toutes les actualités sont partagées. Rejoignez-nous sur le Discord. On vous partagera tout. Là, on est vraiment concentré sur le lancement du jeu. C'est pour nous hyper important de réussir cette première étape-là. Et surtout, et les étapes d'après, en fait, de construire l'après. Donc, on est peut-être un peu moins visible. On a été très visible de janvier à fin mars. Là, on essaye d'être un peu moins visible et on est au travail, on est à la mine. En revanche, on va refaire des amas, on va reparticiper de cette façon-là. On participe pas trop à des événements là dans les prochaines semaines, mais parce que l'argent qu'on met, en fait, on veut le concentrer justement sur nos détenteurs de NFT. Donc pour moi, les prochains rendez-vous, c'est et si vraiment vous pouvez pas tenir, en fait, pinguez-moi sur Twitter. Je suis pareil à portée de coup de fusil. N'hésitez vraiment pas, et s'il y a besoin, on montera une session et on le fera avec grand plaisir. Super. J'en profite aussi pour vous dire que notre CM Gauthier est de retour, donc en plus d'Hélène qui nous aide énormément sur les émissions, et qu'on fera de notre côté une AMA, ou plutôt une réunion de rédaction pour le numéro 3 de 20 minutes. On a énormément de choses à vous présenter. Numéro 3 qui paraîtra le 15 juin, je le rappelle. Rendez-vous donc vendredi midi sur Discord. Et sinon, rendez-vous mardi prochain pour une nouvelle émission où j'aurai Arnaud Lebras, je crois bien, le CEO du jeu My Lovely Planet. Donc j'étais étonné. On a quand même une énorme continuité en ce moment, puisque la semaine dernière, je parlais avec Gauthier Zupinger de Stables. Il s'avère qu'il avait participé au tout début de l'aventure. Et je te parle de My Lovely Planet, et tu me dis que toi-même, tu y joues, et tu m'as montré que tu l'avais sur ton téléphone. Donc, on est quand même plutôt pas mal en ce moment. Merci beaucoup. Et puis, on peut continuer à souhaiter à Laurent de très bonnes vacances. Et moi, je vous souhaite une belle semaine, et je vous dis à mardi prochain. Salut. Au revoir, à bientôt.